Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo fiabilité sur la chaîne Le Garage PTS. Vidéo fiabilité qui va concerner un petit véhicule à succès de la marque Citroën, aujourd'hui appelé DS, mais à l'époque c'était donc le premier véhicule reprenant la griffe DS. Voiture dont vous avez peut-être déjà vu l'essai sur la chaîne. Si c'est pas le cas, je vous invite à y aller. Donc cette petite Citroën DS3 qui a fait craquer beaucoup de monde à sa sortie en 2010. C'est une voiture qui a eu une carrière très longue, qui est un dérivé donc de Citroën C3, la citadine classique et à succès de la marque au chevron depuis 20 ans maintenant. Cette Citroën DS3, on va en parler en fiabilité, en version diesel, puisque les versions diesel ont quand même été pas mal vendues sur ces voitures. Et donc le modèle présenté aujourd'hui n'a pas énormément de kilomètres. Vous voyez, on ne voit ici 90 000 km, mais c'est surtout prétexte à parler comme d'habitude du véhicule en question. Donc là, celle-ci, c'est une version de 2013, donc encore une phase 1. En moteur 90 chevaux diesel associé à la toute magnifique boîte de vitesse ETG. On a quelques lignes à en dire sur cette boîte de vitesse et associé, on le voit avec ses jantes, à la finition sport chic. Donc ça c'est pour la présentation de la voiture et on n'a pas précisé, mais c'est la version cabriolet, mais ça vous l'avez certainement vu dans l'essai. Donc cette fameuse capote, donc la DS3 on l'a eu que en 3 portes, c'était vraiment pour concurrencer les Mini, les Audi A1 entre autres, c'était leur produit pour concurrencer ces véhicules là. Et donc, cette DS3, grand succès, 10 ans de carrière quasiment. On va pouvoir commencer comme d'habitude par la partie extérieure. Alors on va être plus critique je pense sur une DS3 que sur une C3 classique. Pourquoi? Parce qu'on est sur une citadine dite haut de gamme et du coup sur une citadine dite haut de gamme, normalement on n'a pas le droit d'avoir de défaut de fabrication. Et moi ce que j'aime pas d'entrée, et c'est sûr qu'en termes de vieillissement ça peut pas durer éternellement, c'est scotch pour faire illusion luxe, pour donner un côté style. Peut-être quand on se recule comme ça fait assez réussi, mais finalement ce n'est que du scotch. Comment veut-on bien faire un véhicule haut de gamme si on met du scotch à ce niveau là? On peut voir aussi la qualité assez moyenne des jointures de pare-brise. Souvent les pare-brise collés là comme ça sur les PSA, entre autres les 207 etc, ils se décollent et après il y a de la flotte qui rentre dedans dans l'habitacle et c'est pas terrible. Du coup ces grands scotch là qui descendent jusqu'en bas, vous voyez, la voiture a même pas 10 ans puisqu'elle est de fin 2013, elle a 90 000 bornes, ça se décolle ici. Encore une fois, c'est pas des voitures mal entretenues, mais c'est un constat. Là pareil, on a le scotch qui s'en va ici, pareil, grand scotch qui fait tout le tour de la porte. Ça pour moi, pour une voiture dite haut de gamme, c'est pas faisable, c'est pas possible. Et malheureusement c'est le lot de la DS3, ça se décolle. Je sais pas si de l'autre côté ça se décolle. Alors c'est le lot des PSA de cette génération là. Ils ont mis très longtemps à remplacer leur scotch par des lacs. Je sais que par exemple sur la 308, on a déjà fait fiabilité sur la 308.2, ils avaient remplacé les scotch par des lacs. C'est tout de suite mieux, hein. Mais c'est encore une fois c'est de la crevarderie de chez PSA, toujours le côté crevard, économiser sur des trucs comme ça. Les mecs veulent faire du haut de gamme et ils mettent pas du laqué partout. Là au-dessus c'est du laqué, mais là c'est du truc dégueulasse en plastique, c'est pas terrible. Donc ça tout de suite ça enlève de la qualité à la voiture. Là c'est pareil, le joint qui se pince. Allez, je suis désolé, mais normalement ce genre de choses, alors en soi c'est rien, mais moi on me dit haut de gamme, moi je dis chipotage. C'est sur les détails le haut de gamme qu'on fait les choses bien. Et voilà, ça se met mal, j'essaye de le remettre, mais voilà. Donc, et ça, je veux dire, c'est pas le lot de cette voiture, c'est pas une exclusivité de cette voiture, c'est très courant. Alors je chipote peut-être, mais voilà, ça fait pas fini sur des voitures dites haut de gamme. Normalement ça doit pas exister. Le traitement de la peinture pareil, il n'est pas folichon. Alors il est en progrès par rapport à la 207 par exemple, c'est nettement meilleur sur la DS3, sur les C3 même, hein, d'ailleurs de la génération 2010, c'est nettement meilleur la qualité de la peinture que sur la 207 dont elle dérive, hein, au départ. C'est en progrès, mais la qualité n'est pas non plus folle, la peinture est assez fine, ça marque relativement vite. Là on peut voir les arêtes qui marquent assez vite.
Si la voiture elle se prend un coup sur le côté, il y a très peu de protection. Et pareil, la voiture elle claque assez vite. Par contre, le vernis est un peu meilleur. Donc il y a malgré tout un progrès. Progrès également à ce niveau-là. Les accroches. Progrès également au niveau des phares. Ils sont également de meilleure facture. Ils ont moins tendance à ternir. Ils sont un petit peu dérivés de la C3 de deuxième génération aussi. Sur la C3 deuxième génération, ça c'est moins sujet au ternissement que les anciennes productions de PSA du milieu des années 2000, genre C4 et 207. Et vous voyez là par exemple ils ont mis du laqué, donc tout de suite voilà, ça fait, c'est pas grand chose de plus, mais c'est un truc en plus par rapport à ça c'est vraiment dégueulasse. Pareil, ce joint là il n'est pas de bonne facture. Alors là il a rien, mais souvent il a tendance à se lever, il peut aussi gondoler machin. Donc le joint, les encadrements de porte en fait sont pas terribles sur la DS3. Vous voyez, ça recloque ici, là il a craqué, on voit le peinture rouge en dessous. À la limite valait mieux le peindre, peut-être le peindre en noir et ça allait mieux. Donc la peinture est en progrès, mais c'est pas encore folichon. Les encadrements de porte, on a compris, c'était pas terrible. Les espèces de plastique de chrome, pour moi c'est pas de très bonne qualité, mais bon, il y a quand même une finition supplémentaire comme sur le bas de porte, mais ça reste du plastique. Donc voilà, alors ça après c'est une réduction de coût, mais également une réduction au niveau du poids, parce que si on mettait vraiment du chrome ça serait différent. Là voilà, c'est pareil, c'est du plastique. Les feux arrière ils sont de bonne qualité, en général ils n'ont pas de gros problèmes, on va dire, en termes de aussi bien de faisceaux électriques que de matière. Et autre problème que j'avais déjà relevé sur d'autres véhicules du groupe PSA, c'est la mauvaise qualité des peintures ou des traitements des jantes. Je sais pas, je suis pas un expert, mais les jantes les matières elles partent. J'en ai parlé je crois sur le 3008, j'ai parlé sur d'autres modèles, et en fait je sais pas, c'est avec les produits de jantes, j'en sais rien, mais les jantes elles s'éclatent comme ça, les peintures, enfin voilà, c'est pas valorisant. On est encore une fois sur une voiture haut de gamme, ces jantes qu'on paye relativement cher, et les jantes c'est de la merde, on dirait des mauvaises jantes tuning en termes de qualité de fabrication. Les traitements qui sont mis dessus c'est pas terrible, et du coup ça fait vieillir la voiture plus vite que la moyenne. Et faut pas me dire que c'est les produits nettoyants de jantes des gens, ou les gens qui mettent des coups de porte, des coups de trottoir ou je sais pas quoi. Sur d'autres marques ça arrive pas. Pourquoi ça arrive sur cette marque là? Comme par hasard, c'est quand même étrange. Il doit y avoir un complot sur les ventes des jantes, puisque les jantes voilà, elles sont voilà, elles marchent, hein, c'est une folie, hein. Je veux dire, ça cloque, et là quand j'appuie comme ça croustille. On dirait on dirait que j'ai fait mes couvertures de cahiers à l'école. Voilà, ça fait pareil, ça fait la même sensation quand on appuie dessus. Quand on couvrait à l'époque à l'école, je sais pas si ça se fait d'ailleurs encore aujourd'hui, mais quand on couvrait le livre d'histoire géo de cette espèce de matière en plastique, j'ai l'impression quand j'appuie la jante ça fait la même sensation. Donc c'est pas très valorisant, c'est un petit peu dommage. À l'intérieur ils ont par contre pour le coup assez travaillé leur truc. On est sur du plastique, mais on a du plastique laqué, donc c'est quand même plus valorisant qu'un plastique basique comme sur la boîte à gants. Là le plastique de la boîte à gants très basique, très utilitaire. Là au dessus on a une espèce de finition gaufrée, c'est plutôt pas mal. Au dessus, enfin en dessous, on a également cette matière en plastique brillante qui reste du plastique assez fin. Ici je le touche, c'est assez fin machin, mais globalement c'est quand même plus valorisant cette partie là que la partie du dessous. Là c'est un petit peu dommage, non seulement c'est un peu tortueux, il y avait aussi cette boîte à gants un peu bizarre sur les premières DS5, c'était pas très joli. C'est ce que je trouve un peu dommage sur cette voiture, c'est que ça c'est pas très bien dessiné, et du coup et puis en plus la matière est pas folle, mais ça va encore, c'est pas dramatique. Le panneau de porte pareil, ils ont fait une recherche supplémentaire en termes de qualité, ils l'ont recouvert de cuir sur une partie, donc c'est mieux que le tissu, ça a tendance à mieux vieillir. Le reste du plastique est plutôt encore correct. On retrouve également la même partie gaufrée sur le haut de la porte, donc c'est plutôt pas mal. Après donc il y a malgré tout du progrès, c'est pas du top niveau hein, loin de là, mais il y a quand même du progrès. Également il y a eu du progrès sur la qualité du volant, le cuir du volant est de meilleure qualité par exemple que sur les 207 ou les anciennes C3 où le volant avait tendance à peler entre autres.
Là, c'est de meilleure qualité, donc c'est bien. De ce côté-là, il y a du progrès. Ils ont également mis très souvent le ciel de toit de couleur noire sur les DS3. On est également sur du progrès, donc ça, c'est plutôt pas mal sur cette voiture. Après, sur les parties électroniques, on reste sur un véhicule. Alors, on est sur un véhicule haut de gamme, mais avec des équipements assez peu nombreux, en tout cas par rapport aux voitures d'aujourd'hui. Globalement, c'est assez maîtrisé. Simplement, quelques problèmes au niveau des touches ici qui ont tendance à partir. Parfois, l'écran qui bug aussi, donc il faut parfois le remplacer, ça peut arriver. Le compteur, j'ai pas souvenir d'avoir vu des problématiques de ce côté-là, identique au niveau de la clim et des vitres électriques. En tout cas, il y a moins de problèmes que la moyenne. La partie électronique est plutôt bien maîtrisée de ce côté-là. On n'en dira pas autant de elle, mais bon, ça c'est autre chose encore. Donc globalement, il y a un progrès. On va dire qu'elle a essuyé les plâtres de la 207. La 207 avait beaucoup de soucis électroniques divers. La DS3, malgré tout, c'est quand même moins marqué. On est plutôt sur une 207 phase 2 qui avait progressé de ce côté-là. Et du coup, on est quand même mieux de ce côté-là. Sur la DS3, c'est pas parce que en fait ils ont fait une exécution haut de gamme, hein, c'est juste qu'ils ont eu le temps un peu plus de travailler peut-être, et du coup de maîtriser un peu mieux de ce côté-là. Les sièges, alors là, le siège n'est pas abîmé du tout, donc c'est bien. Mais parfois sur les sièges à bourrelet comme ça, de manière, alors c'est pas que chez eux, donc on va pas les critiquer, mais parfois les bourrelets ont tendance à exploser. Mais là, je veux dire, le maintien, il est à 90 000 km le siège, il n'est pas craqué, il n'est pas affaissé. Donc c'est plutôt mieux que la moyenne de ce côté là, donc c'est bien. Voilà, la moquette par contre est de faible qualité, hein, ce qui se trouve en dessous le sur-tapis, c'est assez bas de gamme en termes de qualité. Mais disons que bon, il y a aussi une maîtrise à faire au niveau des coûts. Autant là je critique pas la qualité de la moquette, autant certains détails machin qui font vraiment pince. Là il y a un moment donné où il faut arrêter de se moquer des gens. Voilà, je roule mon joint de manière tout à fait légale, mais malgré que j'ai roulé mon joint, c'est pas terrible. Et de l'autre côté, on va voir comment ça me stresse ce truc depuis que j'ai mis le nez dessus. Et voilà, c'est pareil, c'est la même merde. Il faudrait rouler des joints tous les jours en DS3. J'ai roulé 2 joints. D'un point de vue des trains roulants, cette DS3 offre un châssis de C3 deuxième génération, offre un châssis de 207. Globalement, il n'y a pas énormément de choses à reprocher à cette voiture, si ce n'est qu'en version sport chic, les pneus ont tendance à s'user plus vite que la moyenne. C'est la rançon d'une tenue de route plutôt sympa, plutôt agréable, mais les pneus vont plus vite que la moyenne à l'avant. N'espérez pas plus de 15-20 000 km en général, surtout si, alors une 90 chevaux boîte 5 automatique comme ça, bon, il n'y a pas trop de risque d'user trop les pneus en conduite sportive, mais souvent, surtout sur les 110 chevaux ou les 150 chevaux essence, etc., les pneus vont plus vite que la moyenne à s'user sur la partie avant. Ils sont un peu trop sport, peut-être pour une citadine, mais pareil, c'est pas les seuls à avoir ce petit défaut là, donc bon, on va les excuser. Sinon, pour le reste du châssis, il n'y a pas plus d'usure que la moyenne. Bon, il y a quelques trucs, mais bon, c'est pas dramatique et pas hyper coûteux sur cette DS3. Hop, le moteur, voilà, encore de la finition de pince. Je raccroche par moi-même la protection isolante, voilà, beau gosse. 1,6 Litre HDI. Alors, on sait ce que je pense de l'1,6 Litre HDI, pour moi c'est pas terrible. Alors ça progresse, alors c'est mieux en 90 chevaux qu'en 110, 112. Le 115 est pas mal, puisqu'on parle de C3, de DS3 diesel. Les DS3 diesel, elles ont du 92 chevaux, elles ont du 100, il y a même du 75 chevaux en Italie je crois. Il y a de l'1,4 HDI, il y a du 112, il y a du 115. Le 115 est pas mal parce que c'est les dernières moutures, elles sont quand même un peu mieux. 110, 112 pour moi c'est pas la peine. 92 là comme ça, c'est pas terrible non plus. Alors dans la collection des problèmes, alors il y a moins de problèmes d'injecteurs sur les 90, mais il y a quand même des problèmes de joints d'injecteurs. Il y a les problèmes de tendeur de courroie d'accessoires, c'est censé tenir 10 ans, 240 000, jamais ça les tient, donc c'est dommage. N'annoncez pas des 10 ans, 240 000 si ça tient pas.
Les turbos lâchent moins vite que la moyenne. Par contre les poumons là ils peuvent lâcher. Là ça tient encore bien parce qu'ils ont progressé sur les différents trucs. Mais sur les plus elle est vieille, alors sur les DS3 ça le fait moins, mais par exemple sur les 207 etc ils ont modifié ça. Mais ça avait tendance à glinguer partout, donc ça faisait un bruit pourri. Pareil, les durites elles avaient tendance à moins bien tenir. Là ça a quand même un petit peu progressé, mais là on a les durites qui peuvent percer de ce côté là, ici ou là. Les turbos sur les 90 chevaux sont pas trop poussés, donc ça va. Les joints d'injecteur lâchent, et évidemment au niveau de au niveau de la courroie d'accessoires, ça a tendance aussi à lâcher plus vite que la moyenne. Donc la N6 HDI pour moi, et ça c'est en gros c'est les défauts principaux et les plus courants, mais après il y en a d'autres, hein. L'emplacement des bougies de préchauffage derrière le moteur, pour moi c'est une aberration, très dur à enlever, ça casse, ça peut, enfin voilà, ça peut être compliqué. Les vannes EGR sont pas terribles, l'électronique elle est pas super bien maîtrisée je trouve sur le moteur, et des fois on cherche un peu longtemps la panne pour trouver, c'est un peu galère, les FAP, les machins, enfin bref, moi je trouve que ce moteur là est pas très bien fait, pas très bien monté. Il y en a qui arrivent à faire pas mal de kilomètres avec, mais c'est surtout les voitures qui sont encore récentes et qui ont fait beaucoup de kilomètres sur les premières années, celles-ci sont fiables. Les voitures qui font plutôt 10-15 000 km par an, et quand elles ont 10 ans, là elles commencent vraiment à être vraiment compliquées à utiliser. Et la boîte, déjà quand on l'essaie, normalement on n'a pas envie de l'acheter la boîte, parce que voilà, elle est vraiment pas agréable. La boîte de vitesse en elle-même est assez fiable. Alors elle a des problèmes de roulement, ça peut arriver. En fait c'est des boîtes MA ou MC. En gros c'est les mêmes boîtes de vitesse que les boîtes manuelles classiques, puisque le système ETG en fait c'est l'évolution de la BMP 5 ou la BMP 6 qui était donc la boîte manuelle pilotée. Et pour faire simple, en gros cette boîte de vitesse c'est une boîte manuelle où on a juste mis un robot qui passe les vitesses pour vous, voilà. Donc ça c'était avantageux en termes de coût pour le constructeur, pour le client aussi. L'option n'était pas trop chère, mais on n'avait pas une vraie boîte automatique non plus. Donc en termes d'agrément etc, ça n'a rien à voir, c'est moins bien, les vitesses sont plus lentes, ça fait plus d'à-coups etc. L'avantage c'est que s'il y a une avarie sur cette boîte de vitesse là, ça coûte théoriquement moins cher. Le robot est mieux maîtrisé en termes de fiabilité que sur d'autres marques. Malgré tout, le robot peut lâcher. C'est un bon billet de 1000 pour le faire réparer, pour celui qui veut le faire réparer. Et on a un autre problème, c'est qu'il a tendance à faire un peu plus patiner l'embrayage qu'un conducteur conventionnel classique, ce qui fait qu'il peut y avoir une usure prématurée, enfin c'est pas qu'il peut, c'est qu'il y aura une usure prématurée de l'embrayage sur la voiture. Un embrayage sur un diesel comme ça classique, j'en sais rien, ça tient 150 000 km, là ça tiendra peut-être plutôt 120 000 km, 110 000 km, un peu comme si vous achetiez une voiture, alors on excusera les petites mamies, mais comme si vous achetiez une voiture à une petite mamie, l'embrayage il va patiner un peu plus, il va cirer un peu plus, donc du coup il va s'user un peu plus. Du coup moi je trouve pas ça fameux. Une vraie boîte auto théoriquement c'est beaucoup plus fiable que ça. Alors il y a des boîtes robotisées qui sont beaucoup moins fiables que celle-ci, mais on part de très bas, donc pour moi ça fait pas un bon ensemble. C'est un peu mieux que la BMP 6, mais la ETG reste pas terrible du tout, aussi bien en termes d'agrément que de fiabilité. Du coup on a un bilan qui est correct pour une PSA je trouve d'un point de vue de la fiabilité, mais qui est assez modeste dans son ensemble. Donc les amateurs PSA vont encore crier au complot, mais j'ai envie de bien la payer, mais il y a aussi des détails, parce qu'il faut pas oublier que ça reste la marque dite haut de gamme de chez alors même si c'est une petite voiture, ça reste la marque dite haut de gamme de chez PSA DS, et du coup pour moi ça vaut 11. La 207 avait eu 9 à l'époque, et là je lui rajoute 2 points de plus parce qu'ils ont quand même progressé sur un certain nombre de points, mais ça vaut pas plus que 11. Il y a quand même des détails assez dégradants sur cette voiture, donc du coup je lui accorde le 11 sur 20, ce qui est une note encourageante de progrès, mais malheureusement ça ne peut valoir plus. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo fiabilité. N'hésitez pas à vous abonner.
à aimer, à commenter le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous.